Vous venez de voir Living Neverland et nous allons prolonger le débat avec autour de cette table Hélène Romano, psychothérapeute, spécialiste des enfants. Vous avez publié un livre Quand la vie fait mal aux enfants et vous y abordez en particulier la question des parents face à un enfant qui a été abusé. Hector Barjot, vous êtes fan de Michael Jackson. Je précise que ce nom est un nom d'emprunt, est un pseudonyme. Oui, tout à fait. Et vous avez une chaîne YouTube qui est consacrée à la pop star. Tout à fait. Olivier Cachin, spécialiste musique qu'on ne présente plus et auteur de Michael Jackson Pop Life, entre autres, évidemment. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Dan Reed, le réalisateur de Living Neverland. Bonsoir à vous quatre. Et Dan, c'est à vous que j'ai envie de poser la première question. On vient d'assister à ce long témoignage. Est-ce que vous avez délibérément choisi de ne donner la parole qu'à ces deux témoins ? Oui, enfin, c'était un processus. On a commencé par les écouter, faire des interviews de très longue durée avec Wade et James, et puis après de commencer à enquêter autour de ce qu'ils nous avaient dit. Donc on a fait des tas de recherches pour essayer de trouver vraiment, pour essayer de percer des trous dans les récits de Wade et James, parce que je ne voulais pas présenter un film documentaire qui ne tenait pas debout. Donc on a fait de longues enquêtes pendant presque 18 mois pour vérifier qu'il n'y avait pas de contradiction. Et au-delà de la vérification, pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné la parole aux contradicteurs ? Personne ne contredit le fait que Michael a passé peut-être des milliers de nuits avec des petits garçons dans son lit. La famille ne le lit pas, les avocats ne le lisent pas. Donc il s'agit d'essayer de comprendre ce qui se passait lors de ces nuits derrière les portes verrouillées de la chambre à coucher de Michael Jackson. Donc c'est ça. Et je ne pense pas que la famille y ait participé à l'abus sexuel qu'on a découvert. Je pense pas que... Et on sait que la famille, bien sûr, a un grand intérêt à défendre la renommée de leurs parents. Michael est dans le film, parce que pour moi c'était très important que la voix de Michael, que Michael soit présent dans le film, que ses avocats soient présents, qu'ils démentent, qu'ils contredisent ce que Wade et James et leur famille sont en train de raconter et qu'ils aient une présence importante dans le film. Vous dites que ce qui vous intéresse, c'est ce qui se passait derrière la porte au moment où Michael Jackson passait la nuit avec ses enfants. Est-ce qu'à aucun moment ne vous a effleuré l'idée que ces deux hommes pouvaient mentir, ou en tout cas mal se souvenir, ou avoir élaboré une histoire qui n'est pas exactement la leur? Oui, bien sûr. En les rencontrant et en commençant les interviews, je ne savais pas ce qu'ils allaient me raconter, et puis il fallait être absolument sûr, enfin, dans la mesure du possible, qu'ils n'allaient pas me raconter des histoires histoires fausses, n'est-ce pas? Dans les cas d'abus sexuels dans l'enfance, il n'y a souvent pas de preuve absolue, parce que, comme vous le direz sans doute, les victimes ne commencent pas à parler jusqu'à un certain âge. Donc après, il est trop tard pour récolter des preuves matérielles. Hélène Romano, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces longs témoignages? C'était long. Oui. C'était long. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est tout justement l'ambiance familiale et la façon dont on sent deux jeunes enfants qui vont être piégés davantage par leur famille au départ. Avec un contexte familial qui pose aussi beaucoup de questions en tant que spécialiste sur un fonctionnement un peu incestuel, c'est-à-dire que les deux enfants paraissaient très investis parce que c'était des stars, des bébés stars. Est-ce qu'ils auraient été investis de la même façon si ça l'était pas? Mais ça pose aussi la question de la place de l'enfant dans ces familles-là, dont on voit que c'était des familles quand même assez fragiles, dont on sait que des enfants dont les parents sont fragiles vont aller plus facilement dans une quête affective à l'égard d'un adulte et peuvent être des proies plus faciles. Et ce que vous disiez est assez juste, c'est que pour des enfants, si on élargit, des enfants abusés, parler, ça va pas de soi. C'est-à-dire que la plupart du temps, un enfant victime, il parle pas parce qu'il a honte, parce qu'il a peur, parce qu'il se sent coupable, parce qu'il est pris dans un étau avec une emprise extrêmement forte, tout un système de séduction, d'achat. Les parents sacrifient véritablement l'enfant. Et quand l'enfant commence à parler une fois, souvent c'est une fois adulte, très souvent quand il devient lui-même parent, ça on le connaît bien, c'est important que le public l'entende. Pour la plupart des enfants victimes d'abus vivent après avoir révélé une fois adulte un véritable rejet familial. Il faut savoir que les enfants qui révèlent adultes sont diabolisés par les familles et totalement rejetés. C'est une surviolence, une seconde peine. Donc c'est extrêmement difficile
de témoigner adulte, de façon générale. On va y revenir, Hélène Romano, dans le détail, mais d'abord, je voudrais faire un tour de table. Olivier Cachin et Hector Barjot. Olivier Cachin, spécialiste, qui a écrit un livre sur Michael Jackson, qui a rencontré, je crois, brièvement Michael Jackson aussi. Et Hector Barjot, qu'est-ce que vous avez pensé de ces témoignages? Je voudrais votre ressenti. Moi, j'aimerais d'abord, pour que les téléspectateurs se fassent une idée, parce que tout ça se passe en Amérique, c'est un pays très différent légalement et en termes de mentalité de la France. Et j'aimerais demander à Monsieur Reed, pour que les téléspectateurs sachent, quelle est la somme qui est demandée par Robson et Safechuck au Jackson Trust pour justement ce procès en civil qui va revenir, semble-t-il. C'est une somme qui n'est pas spécifiée. Les sommes qu'on entend, 1 milliard et demi. 1 milliard, oui. Ça fait partie de la propagande, c'est la voix de l'avocat de Jackson qui Ça semble curieux qu'il n'y ait pas de chiffres, parce que c'est quand même généralement assez clair aux États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas de chiffres parce que vraiment, ce qu'ils ont, leur but en menant les ayants droit de Jackson au tribunal, c'est vraiment d'obliger les associés de Jackson, ceux qu'ils culpabilisent, d'avoir fermé les yeux au moment où ils étaient violés par Jackson. Ils ont voulu les obliger à venir et témoigner, et puis ils ont voulu créer une plateforme pour que leur récit sorte dans le public. On va rappeler qu'il y a une procédure, effectivement, que Wade Robson a intenté une action en justice en 2013, James Safechuck en 2014. Ils ont été déboutés en 2017, et il y a le procès en appel dans quelques mois. Oui, c'est ça. Cet été, je pense que ça va. Aux États-Unis. Enfin, il y a quand même quatre versions différentes de plaintes avant qu'elles soient entendues. Ils ont tellement changé de récit qu'on leur a dit que leur plainte n'était pas recevable. Donc, et là, ils en viennent, juste pour faire une petite précision sur cette plainte, c'est que là, ils sont en train d'accuser les sociétés de Michael Jackson d'avoir organisé des concours de rabattage pour ramener des jeunes garçons et par la suite pouvoir subir des sévices sexuels. Donc là, pour moi, on marche complètement sur la tête, quoi. Ils ont essayé d'attaquer Michael, mais il y avait prescription, ils ne pouvaient pas attaquer une personne concrètement. Donc maintenant, ils essaient de trouver tous les moyens possibles et imaginables pour faire une action en justice. Hector Barjot, vous êtes un fan de Michael Jackson. Qu'est-ce que vous avez pensé du témoignage de ces deux hommes? Est-ce que vous pensez qu'ils mentent? Est-ce que ça écorne l'image que vous avez de moi, ce que j'en ai pensé, alors je ne sais pas Dan Reed s'il connaissait ces jeunes garçons avant de s'en être intéressé en 2013-2014. Nous, dans la communauté, c'est vrai que ces jeunes garçons, on les connaît depuis des années. Donc on sait très bien de quoi ils sont capables. On a un avis forcément bien tranché. On sait qu'à plusieurs reprises, Wade a beaucoup changé de version, a menti au tribunal. En 2005, il a défendu Michael Jackson. Mais vous pensez qu'il a menti au tribunal ou qu'il a dit la vérité? Moi, pour l'instant, je ne pense plus rien. Je suis pas là pour défendre. Je ne connais pas. Je ne suis pas, avocat. Je ne peux pas prouver l'innocence de Michael Jackson. Moi, je suis là un peu pour parler des deux accusateurs. On connaît quand même toutes les frasques qu'ils ont eues au fil des années autour de Michael. Ils ont toujours essayé de rester dans l'entourage du chanteur. Absolument, oui. Et donc c'est vrai que c'est quand même compliqué à écouter ce témoignage aujourd'hui, une fois qu'il n'y a plus rien à tirer de Michael. Voilà. Alors justement, vous parlez de ces deux accusateurs, comme vous dites. Ils peuvent être sujets à caution aux yeux de certains. Wade Robson a, par exemple, supplié la famille Jackson de faire partie du spectacle du Cirque du Soleil dédié à Michael Jackson. C'était en 2011. Il devait en même temps tourner un film. Il avait envoyé une lettre sans équivoque au producteur que vous voyez ici. Alors, je vais me tourner. Je n'aimerais rien de plus que de participer à ce spectacle. Si cette possibilité vous intéresse, je vous promets à 100% que cette fois, je m'y engage, parce qu'il était engagé sur un autre projet. Donc, on sent bien qu'il a vraiment, en 2011, alors qu'il est adulte, très envie de faire partie de ce spectacle Cirque du Soleil. Ce qu'on ne va pas montrer, c'est le email de 2012 où il écrit au fond Jackson et il dit je peux pas participer au spectacle, je peux plus réaliser le projet de Cirque du Soleil. Donc ça c'est un mensonge. Il a été question qu'il le réalise le projet. Oui, il a voulu le réaliser et puis après il a changé d'avis et puis après. Mais à la fin c'est lui qui s'est retiré. C'est pas qu'on l'a viré ou qu'on. Ah bon? Oui. Les preuves, c'est quoi alors? Moi j'ai vu les emails de. C'est dommage que vous ne les ayez pas montrés parce que ça fait partie des choses qu'on voit pas.
Mais ça c'est des débats qu'ont commencé les fans de Jackson. C'est des détails qui ne prouvent rien. C'est quand même pas rien que d'imaginer qu'il commence une démarche pour contrer Michael Jackson au moment où il est justement retiré du poste de chorégraphe de ce spectacle. C'est fantastique. On ne se déclare pas victime d'abus sexuels de Michael Jackson juste parce qu'on a perdu un boulot. Ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Ça pose débat. S'il gagne de l'argent, ça veut dire qu'il a gagné le procès, n'est-ce pas ? Quand on gagne un procès, on met des preuves au tribunal. C'est pas qu'en portant plainte qu'on va vous donner de l'argent. Vous touchez pas de l'argent en portant plainte. Non, vous êtes d'accord que ce documentaire, comme vous parliez du procès en appel qui va arriver dans quelques mois, ce documentaire va évidemment jouer un certain poids. Je l'espère, oui. C'est ça. C'est un documentaire à charge quand même, ça, vous l'admettez. Pour moi, c'est la vérité. Donc, le juge décidera à la base des preuves qu'on apporte, à la base des témoignages qu'on va faire au tribunal. C'est un tribunal, c'est la justice, n'est-ce pas? C'est le système. Là où il y a un malentendu, quelque part aussi, et si on compare, c'est vrai que la mentalité française n'est pas la même qu'aux États-Unis. On a vu en France sur des histoires très médiatiques que les victimes ne demandaient pas un centime, juste d'être reconnues victimes. Là où il y a un malentendu, c'est que si les victimes s'imaginent être réparées psychiquement par des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, elles se trompent totalement. C'est pas ça qui va les réparer. Oui. Donc la démarche justement, financière... c'est pas le but. Wade et James disent c'est pas le but. Nous, ce qu'on cherche, c'est la justice. C'est justement. La démarche, c'est d'être reconnu en tant que sujet. Oui. Après avoir été traité comme des objets, si j'élargis à des victimes, la personne, l'auteur, peut être condamné à des années de prison, à des milliards d'euros, à tout ce que vous pouvez imaginer, ou de dollars. C'est pas ça qui répare une victime. Ce qui va réparer une victime, c'est d'avoir des gens qui vont la reconnaître comme sujet, des parents protecteurs, sécurisants. Et là, pour les deux qu'on a vus, on se rend compte que l'entourage familial est très loin d'être protecteur, sécurisant, avec déjà un père qui s'est suicidé, des mères qui pensent à elle, qui parlent beaucoup d'elle, en tout cas dans le montage que vous avez fait. Oui. Et ça interpelle, et ça interpelle aussi beaucoup par rapport à ce que vivent, moi j'élargis, à ce que vivent des victimes d'abus au quotidien. Mais on se trompe si on pense réparer les gens par de l'argent. C'est pas ça qui le réparera. Évidemment, oui, je suis d'accord. On s'interrompt quelques instants pour un peu de publicité et on se retrouve tout de suite après pour la suite de ce débat. Est-ce que vous avez à un moment donné songé aussi, lorsque vous avez réalisé ce documentaire, que ça pouvait avoir un poids sur le procès en appel qui aura lieu dans quelques mois? Non. Ben non, je n'ai pas fait ça pour avec non, mais j'imagine bien, mais est-ce que vous vous êtes dit que eux, ces témoins, pouvaient y penser ou pas du tout? Je ne sais pas. Je pense que le procès et le documentaire sont ces deux moyens de faire ressortir le récit dans le domaine public. C'est deux moyens d'essayer d'obtenir justement cette reconnaissance dont vous avez parlé, parce qu'on les a crachés dessus pendant tellement d'années. Justement, vous parlez de faire ressortir le récit. On se pose la question aussi du pourquoi une prise de parole si tardive. Alors, on le comprend au fur et à mesure de votre documentaire d'ailleurs. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de parler quand on est enfant et pourquoi est-ce qu'on arrive à parler adulte? Est-ce que ça, c'est un processus assez classique chez les enfants abusés, de ne pas réussir à parler au moment des faits et de pouvoir exprimer les choses plus tard? Alors c'est très classique chez les enfants abusés en intrafamilial, hein, c'est-à-dire au sein de la famille ou avec un proche, ce qui était le cas de la famille, de pas arriver, parce que l'enfant est placé dans une forme d'une sorte de confusion, et on le voit bien hein, au niveau des sentiments, l'enfant se trouve piégé, donc parler c'est très compliqué. Après il y a tout ce qui en est au niveau psychologique, de ce qu'on appelle la mémoire traumatique, qui fait que certains enfants qui ont été agressés sexuellement vont non pas oublier véritablement, mais avoir des bribes de choses qui sont passées sans savoir réellement si on peut parler d'abus, d'agression. Ils sont placés dans une confusion. Et c'est pour ça que très souvent les révélations tardives ont lieu quand les adultes deviennent parents. Oui. Et ça, c'est statistiquement très fréquent. Mais c'est là aussi, c'est très compliqué parce que ça peut remettre en cause la parole, ça peut mettre en doute parce qu'il n'y a pas d'éléments de preuve, et parce que les proches, et en tout cas très souvent les parents, vont dire bah tu mens, tu as des faux souvenirs, c'est des souvenirs induits, et lâchent, voire lynchent l'enfant véritablement, même quand il est devenu adulte. Hector Barjot, vous qui êtes fan, vous me semblez sceptique, vous ne pensez pas que cette parole tardive puisse émerger? Oui, enfin moi je pense que Wade Robson a été rappelé à la barre donc en 2005, en première ligne de défense. C'était quand même assez risqué. Imaginons que Michael était vraiment un prédateur sexuel et que c'était sa victime. Il envoie quand même sa victime en première ligne de défense. Bon, il était quand même adulte. Il aurait pu tout lâcher. Enfin,
voilà, il aurait pu avoir un électrochoc dans sa tête et tout lâcher. C'était quand même très dangereux et très gonflé de sa part. Moi, j'y crois pas une seconde. Franchement, c'est... Il savait bien que Wade allait rien dire parce qu'il lui avait parlé longuement, comme le raconte Wade dans le film. Oui, mais bon, après... Ça faisait depuis l'âge de 7 ans qu'il avait préparé Wade pour ce moment, justement. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est ce qu'est un pédophile. Peut-être que pour que le public comprenne, un pédophile, c'est un adulte qui a une excitation sexuelle par rapport à des jeunes enfants. C'est pas forcément quelqu'un qui va passer à l'acte. Après, on peut se poser un tas de questions sur le fait, parce que ça a été, en effet, ça a confirmé, de passer des nuits entières avec un tas d'enfants, de regarder des films pornographiques parce qu'il y avait des empreintes qui ont été retrouvées d'enfants sur les CD. Même sans passage à l'acte, rien que ça peut poser question sur l'immaturité affective qu'il pouvait avoir et sur ce besoin absolu d'être réconforté, réassuré par des enfants. Ça, rien que ça, au niveau de la personnalité, ça peut interpeller. Là, j'ai une question aussi sur le fait qu'effectivement, Michael Jackson est entouré d'enfants. Il invite des enfants à Neverland. On le voit en permanence, et sur scène d'ailleurs, et chez lui avec des enfants. Il ne nie pas qu'il dort avec des enfants. Il le dit dans un documentaire sur la BBC. Pourquoi il y a si peu de plaintes ? Comment est-ce qu'on l'explique ? Comment est-ce que vous l'expliquez, Dan Reed ? Il y a eu 5 plaintes, n'est-ce pas ? Ce qui n'est pas insignifiant. Oui. S'il y a d'autres victimes, et je crois qu'il y en a, c'est très difficile d'accuser une star comme Michael Jackson, parce qu'on sait que immédiatement, on va recevoir, on va vous cracher dessus, on va vous attaquer, pas juste pour plusieurs semaines, mais pendant des années. Et il faudra raconter à votre famille que votre enfance merveilleuse avec Michael Jackson a été un mensonge. En fait, c'est un pas très difficile à prendre. On va parler aussi des familles qui entourent ces jeunes hommes, puisqu'on a les mères qui témoignent. Il y a évidemment des questionnements autour de ces mères. Je ne sais pas si ça vous fait réagir, vous, Hector, ou vous, Olivier. C'est vrai que les mères sont absolument terrifiantes, mais au-delà des mères, ceux qui sont absents, c'est les pères. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, alors il y a je ne sais plus lequel des deux, il y en a un qui s'est suicidé. Oui. Je ne sais plus si c'est le père de Robson ou de. C'est le père de Wade Robson. Dans le cas de Jordan Chandler, il y avait aussi un père qui s'est suicidé. Ça vous a pas donné envie d'aller un petit peu fouiller cette piste-là, parce que je sais pas, ça paraît quand même, on peut pas vraiment parler de coïncidence à ce niveau-là. C'est quand même un peu, ça vous étonne pas Moi, j'ai pas connu je connais pas très bien l'histoire du père de Jordan Chandler. Je sais l'histoire du père de Wade, qui lui-même était victime d'abus sexuels. Pareil. Je ne lis pas nécessairement son suicide à ce qui s'est passé avec Wade. Moi, je trouve troublant qu'un père victime d'abus sexuels, et on sait très bien que c'est souvent des enfants victimes d'abus sexuels qui plus tard deviennent des prédateurs, se suicident et que ça soit pas une piste que vous alliez un petit peu peut-être chercher. Comment est-ce que vous pourriez expliquer ça ? Moi, j'explique pas, je pose la question parce que c'est vrai que ça paraît étrange, parce que ça ne serait pas ailleurs qu'il faudrait chercher les coupables que du côté de la banque Michael Jackson. Je comprends pas trop bien ce que vous dites, que Wade a été... En fait, vous avez des enfants qui peuvent avoir été victimes d'abus sexuels, qui peuvent avoir été authentiquement victimes d'abus, mais qui ne vont pas dénoncer la personne qui est l'auteur. Donc, ils vont projeter sur quelqu'un pour pas dénoncer quelqu'un d'autre, pour le dire comme ça. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit du documentaire, en tout cas, c'est un montage, les mères sont en effet extrêmement interpellantes dans leur fonctionnement. Et nous, on parlerait de fonctionnement incestuel, c'est-à-dire qu'une mère qui ne met pas les limites, qui ne met pas les interdits, une mère qui explique sans problème, je laisse mon fils dormir avec un adulte, puis moi j'allais faire du camping. Oui, c'est très difficile de comprendre. C'est extrêmement D'ailleurs, complexe. c'est aussi l'intérêt de ce document, c'est de voir comment, d'abord, la notoriété et l'aura de Michael Jackson a rejailli sur l'ensemble de la cellule familiale et pas seulement sur les enfants. Les mères aussi étaient complètement éblouies en réalité. Oui. Elles sont devenues fans, au fait. Ouais. Elles ont accepté la version. C'est quasiment elles qui ont provoqué un peu cette situation. C'est des comportements de femmes amoureuses. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression par moment que c'est... Il y en a quand même une des deux qui a traversé toute la Terre pour aller aménager à côté de Michael. Donc, parce que mettez-vous de l'autre côté aussi, c'est quand même très trouvant. Elles sont devenues fans de vous. Alors nous avons un fan. De lâcher sa famille, de tout lâcher sa vie pour aller à côté d'un chanteur. Vous qui êtes fan, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de tout lâcher
Bah, moi, je suis fan et bon, père de famille, donc non, ça ne viendrait pas du tout à l'esprit. Est-ce que vous laisseriez vos enfants dormir avec Michael Jackson? Et pourtant, je peux vous dire que j'ai beaucoup suivi Michael et j'étais vraiment très très gros fan. Et je n'aurais jamais, enfin voilà. Est-ce que vous laisseriez vos enfants dormir avec Michael Jackson? Que ce soit Michael Jackson ou n'importe qui d'autre. Mais pourquoi pas Michael Jackson? Parce que c'était. Ah non, c'est pas pourquoi pas Michael Jackson, c'est n'importe qui. Vous ne laisseriez pas dormir vos enfants avec... Je ne peux pas vous dire le contraire. Un parent normal ne laisse pas dormir ses enfants avec un adulte, ni avec vous, ni avec qui que ce soit ici. Voilà. Ça fait partie des choses qui sont fondamentales, parce qu'un parent protège son enfant et ne va pas le mettre en situation de risque. En situation de risque, elle peut être multiple et en tout cas, on ne le laisse pas avec une personne plus ou moins étrangère. Donc là, on voit bien, et c'est assez remarquable dans votre documentaire, tout le fonctionnement, le dysfonctionnement familial, le fait que c'est des enfants qui étaient dans des familles fragilisées, fragiles, avec des mères très dysfonctionnelles, qui ont été fascinées, mais fascinées au sens où elles n'arrivaient même plus à penser PEN, leur enfant. C'est-à-dire que leur enfant n'était qu'un objet pour satisfaire, avoir la maison, avoir la voiture. J'ai une phrase qui... Si attouchement ou pas, ça c'est sûr. Ils se sont servis des enfants pour avoir un train de vie. Très pathologique. Ouais. J'ai une phrase qui m'a beaucoup frappée. Lorsque Michael Jackson propose à Wade de venir vivre chez lui pendant un an, enfin il demande évidemment à la mère de Wade, ça serait bien qu'il vienne vivre à Neverland pendant un an. Sa mère dit ah non, mais je la cite, je veux bien partager Wade avec vous, mais pas vous le laisser. Là, on est quand même dans un vocabulaire comme si c'était un objet qu'on peut éventuellement se partager. Ça veut dire quoi partager Wade avec vous? Oui, c'est choquant. Ouais. C'est choquant. Et puis, on se demande si... je pense que la mère de James est un peu plus avancée dans... Elle reconnaît plus sa responsabilité envers son fils. La mère de Wade, elle le reconnaît intellectuellement, mais il y a encore cette partie de sa psychologie qui ne peut pas se séparer émotionnellement de il n'y a rien. C'est des femmes qui émotionnellement n'ont pas du tout d'empathie pour leur enfant. Elles parlent d'elles, à la fin on a l'impression que c'est elles-mêmes qui ont été abusées quand on les écoute. Et c'est pour ça que, je rejoins ce que vous disiez, la question qu'on peut se poser, c'est s'ils ont été abusés, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est pas des abus intrafamiliaux? Parce que les positionnements des mères sont quand même très interpellantes. Alors bon, ça pose de multiples questions. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question-là. Non. Pas du tout. Non. Même par rapport à ce propos. Si c'était quelqu'un d'autre dans la famille qui avait violé Wade au lieu de Michael, ça me paraît un peu fantastique. Après, je sais que en plus, Wade a quitté son père au bout d'un moment. Enfin, il est parti vivre aux États-Unis. Donc là, il n'y avait pratiquement plus de contact avec le père, de toute façon. Beaucoup moins de contact, c'est vrai, oui. Michael Jackson disait qu'il était ami avec des enfants. Ça aussi, ça interroge. Les fans, par exemple, jamais ça vous a posé question, ces myriades d'enfants qui sont toujours autour de cet homme qui vieillit Ça posait effectivement, enfin, en tant qu'adulte et père de famille, oui, ça pose des questions, mais effectivement, Michael Jackson était quand même quelqu'un hors norme, avec une vie complètement hors norme. Donc, effectivement, il avait aussi des coutumes, on va dire, qui pouvaient nous paraître, à nous, complètement loufoques. Bon, après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on présente Neverland comme un endroit où on attire les enfants pour les violer par milliers, comme ça. Et, enfin, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'on montre, mais dans vos documentaires, on voit bien quand même que Neverland, on voit des vues aériennes, vides, personne, pas qui vivent autour. J'avais quand même des employés, il y avait énormément de monde à Neverland. Et donc, c'était pas non plus... comme vous le dites, les parents étaient aussi sur place. C'était pas des enfants lâchés comme ça avec Michael dans la chambre à coucher pendant des semaines sans surveillance. Donc, la nuit, il n'y avait pas de surveillance. Oui, vraiment. Voilà. Je voulais vous demander respectueusement. C'est bon. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui se passait la nuit entre Michael Jackson et le petit garçon à côté de lui dans le lit? Alors ça, on ne le saura jamais. Malheureusement, c'est selon moi, la version qu'il a donnée, c'est qu'il dormait par terre et que les enfants étaient dans le lit. Okay. C'est ça la version qu'il a donnée. Hein. Oui. Donc bon, après, voilà. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup d'amis et moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a quand même une bonne quinzaine d'enfants qui sont dans la même situation que Wade et James Safeck. Ils sont restés très longtemps dans l'entourage proche, à rester à Neverland, et toutes ces personnes ne se sont pas manifestées. Et d'ailleurs, dans vos documentaires, c'est pour ça que ça m'attriste un peu, parce qu'on voit bien que ces deux personnes sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi.
quand elle mentionne notamment Brett Barnes, il est en train d'attaquer pour retirer son nom du documentaire. Ainsi que, et Macaulay Culkin reste encore dans l'ombre, mais il est cité aussi. Brett Barnes, qui a été cité, effectivement, veut que son nom soit retiré parce qu'il ne veut pas être présenté comme victime de Michael Jackson. En fait, tout et n'importe quoi. Après, je respecte votre travail de spécialiste, mais vous balancez des choses, mais il n'y a aucune preuve. Et même les gens se protestent et disent non, moi je ne me reconnais pas là-dedans, je ne veux pas faire partie de ce projet. Il faut respecter la parole de Brett, n'est-ce pas, sa position. La parole, mais c'est ça qui m'attriste, c'est que on a l'impression que ces deux personnes sont prêtes à raconter tout et n'importe quoi, quitte à dire de grosses bêtises, pour prouver leur histoire. Vérité, tous les autres mentent. C'est un petit peu ce qui ressort du documentaire, de votre film. Pourquoi vous dites ça, Olivier Cachin? Parce que depuis la diffusion aux États-Unis, il y a eu Brandy Jackson qui a été très proche, qui a été l'ami de Johnson. J'ai pas compris, parce qu'elle a eu une relation avec Wade à l'âge de 12 ans. C'est qui a duré beaucoup plus longtemps après. Oui, pendant 7 ans, elle dit. Mais même je comprends pas. Que 12 ans. Apparemment, de 12 ans à 17 ans, Brandy Jackson, la nièce de Michael Jackson, aurait eu une relation avec Wade Robson. Et puis tous les témoignages de tous les autres effectivement enfants qui continuent à défendre Michael. Il n'y a pas eu, si vous voulez, quand il y a eu l'affaire MeToo ou quand il y a eu le scandale de pédophilie avec des prêtres, ça a déclenché effectivement des vagues de confessions, de gens qui sont sortis, qui ont dit moi aussi ça m'est arrivé. Là, on n'en a pas eu et il y a beaucoup de gens qui quand même défendent effectivement Michael, y compris des gens qui étaient avec lui très proches quand il était enfant. Donc c'est pour ça que je dis si ces deux personnages, si les deux acteurs, les deux interprètes, les deux protagonistes de votre film ont raison, disent la vérité. Vous pensez que c'est des acteurs? Il y a des moments où j'ai vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène, quoi. C'est pas quand je vous dis que c'était un documentaire à charge. C'est vrai qu'on voit bien quand même la volonté. On voit bien que la volonté, c'est pas de se poser des questions, c'est de donner la réponse et de dire que cette parole-là sont des paroles de vérité. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est ce qui veut être transmis et que donc s'ils ont raison, s'ils disent la vérité, tous les autres mentent. Et il y a aussi quand même, alors je pense qu'on vous l'a beaucoup dit. Jordan Chandler a menti? Il a posé plainte. La plainte a été retirée et il semblerait que... Jackson a donné 20 millions de dollars à un enfant de 13 ans. Pour ne pas faire un procès, comme il y a eu en 2005, qui a été gagné par Michael. Mais quand le FBI et la CIA ont enquêté pendant des années avec des écoutes téléphoniques, des filatures, eux n'ont rien compris. Quand le procureur, Tom Snedden, qui est mort depuis, a passé des années de sa vie et des dizaines de millions de dollars du contribuable pour trouver Michael Jackson coupable et qu'il n'y est pas arrivé. Donc, c'est quand même c'est parce qu'au cœur de tout ça, c'est justement le matériel inédit que moi je présente dans mon documentaire, c'est les enfants qui parlent. Les enfants n'ont jamais. C'est plus les enfants. C'est les enfants de jadis qui parlent. Les enfants n'ont jamais parlé. C'est ça la difficulté j'ai eu beaucoup d'entretiens avec les enquêteurs de la LAPD, Los Angeles Police Department et le Santa Barbara Sheriff's Department, qui tous étaient complètement convaincus de la culpabilité de Michael Jackson, qui m'ont raconté que les enfants à l'époque ne voulaient pas parler. Ils sont allés voir Brett Barnes, qui ne voulait pas parler. Il y a Gavin Arvizo qui a parlé. Il y a Gavin Arvizo qui a parlé. Même si le procès s'est soldé. Jason Francia qui a parlé aussi. Mais c'est pas facile pour les enfants, surtout avec la pression et toute la haine qui vient des fans, mais pas vous, de Michael Jackson. C'est très difficile de se révéler parce que il est difficile, vous allez le confirmer, pour les victimes ordinaires de se révéler, mais quand il s'agit de Michael Jackson et que tout ça va vous tomber dessus, c'est difficile quand même. Et puis je crois que, je sais pas, Brett a passé plus de 300 nuits dans le lit de Michael Jackson. Moi, je dois le croire quand il dit que rien ne s'est passé, mais on doit se poser la question. Et la question s'est posée lors du tribunal, n'est-ce pas aussi? De manière générale, d'ailleurs, vous dites que Brett Barnes a passé plus de 300 nuits dans le lit de Michael Jackson sans qu'il se soit passé. Même s'il ne s'est rien passé, est-ce que c'est sain, une amitié entre un adulte et un enfant? Est-ce que c'est sain, un enfant qui passe des nuits avec un adulte qui n'est pas un adulte parent, qui est un adulte soi-disant ami, qui plus est avec Laura de Michael Jackson? Au niveau de sa structuration psychologique, non, c'est pas sain. Rien que ça, c'est pas sain. Alors après, on a eu en France un écrivain
qui a dit que oui, mais Michael Jackson, c'était comme un enfant. Il avait une. Oui, c'est Yann Moix qui a dit Michael Jackson avait le psychisme d'un enfant, donc il se comportait comme un enfant. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je me permettais de rappeler ce qu'était la pédophilie d'emblée, parce que c'est important aussi pour le public. Il avait un corps d'adulte. Oui. Donc à partir du moment, même si dans sa tête c'est un enfant, même si il y a eu toutes ces rappels sur le fait qu'il n'avait pas eu d'enfance du fait de sa starisation très très précoce, c'était quand même un adulte, et un enfant qui dort avec un adulte, ça pose question. Alors si c'est un parent juste parce que l'enfant a fait un cauchemar, c'est tout à fait différent, mais un adulte étranger, rien que ça pose question. Alors du côté de l'adulte, il est plus là pour se défendre, donc je parlerai pas de lui, mais du côté de l'enfant, ça montre que ses propres parents ne lui ont pas donné les repères suffisants pour rappeler un interdit. En tout cas, c'est un interdit fondamental au niveau de la différence entre les âges, la différence sexuelle, etc. Et ça montre aussi que le parent, il est où? Il protège où? Alors, il est derrière la porte. Alors, on nous explique, moi, je n'ai pas été à Neverland, hein, je dirais jamais, qu'il y avait les chambres, les clochettes, les machins pour prévenir si jamais quelqu'un montait. Mais vous êtes parent. Même si votre enfant, si en plus il y a toute une stratégie, ce qui explique les mères pour atteindre la chambre, moi ça m'interpelle 4 fois plus que si la chambre elle est juste en face de la mienne. Et si on me fait dormir au rez-de-chaussée alors qu'il dort au 2e étage, alors là je vais vraiment m'affoler. Et là les mères elles en parlent comme si. Mais de toute façon les mères n'auraient jamais laissé leur enfant dormir avec un adulte si ça n'avait pas été une star comme Michael Jackson. Pas sûr. Pas sûr, parce que vous avez dans les incestes ou les contextes, on va dire, plus basiques, enfin plus hors star system, des agressions sexuelles, des parents qui sacrifient leurs gamins en les laissant dormir avec des couples qui connaissent comme pédophiles, avec des gens qui ont des réputations de pédophiles. Ça leur pose aucun problème. Oui, mais là, ils le font du coup en conscience. Ces mères, je pense, elles n'avaient pas, elles se voilaient la face évidemment, mais elles ne le faisaient pas en conscience. Je suis pas certaine. Moi, j'en suis sûr. Enfin, moi, j'ai aucun doute. Je sais que. À la phrase, je partage, je me pose question. Oui. Non. Vous y connaissez plus que moi, mais je pense que dans la matière, là, spécifiquement, la maman de Wade et la mamen de James, je pense qu'ils s'ils avaient su, s'ils étaient tombés sur Michael en flagrant délit avec leur fils, il leur a manqué une case quand même, on va le dire plus simplement. C'est-à-dire que vous êtes maman, alors il y en a une des deux, je crois que c'est la mère de Wade, qui explique que oui, alors au début je dormais pas loin, après il m'a fait dormir au rez-de-chaussée, je savais que la chambre pour accéder, il y avait des clochettes, des machins, c'était très compliqué au bout d'un couloir. Vous êtes une maman bien cortiquée, un peu normale, c'est-à-dire en capacité de protéger votre enfant. Votre enfant dort avec un adulte, donc déjà rien que ça pose question. Mais alors en plus, on vous éloigne de plus en plus, quoi qu'il soit passé, même si c'est juste des pop-corn et des films, dessins animés, quoi qu'il soit passé. De plus en plus, on vous éloigne en tant que parent. Ça doit vous alerter. Là, il manque quelque chose à ces mères dans leur capacité de protection. Et ça pose question au niveau de la psychopathologie de ces familles. De ces familles. Et je voudrais qu'on revienne justement sur le psychisme de Michael Jackson. On a abordé ce phénomène, comment on appelle ça, de Peter Pan. C'est pas le phénomène. L'adulte qui ne veut pas grandir. Le syndrome de Peter Pan. Est-ce qu'on peut dire que Michael Jackson en était atteint? Est-ce que son enfance de star, est-ce que cette éducation très dure qu'il avait subie de son père aurait pu expliquer cela? De toute façon, c'est pas un scoop que de dire que tout autour de Michael Jackson est hors norme, que ça soit dans un domaine plus artistique, la qualité de son œuvre, qu'il faut pas oublier, mais aussi évidemment sa vie personnelle qui est quelque chose de complètement hallucinant, quoi. C'est pas qu'avec les enfants, c'est la façon qu'il avait aussi de se comporter par rapport à la consommation, par rapport à l'argent, comment il achetait tout, comment il était. C'est vraiment une attitude très immature au premier sens du terme, parce que qu'est-ce que veut faire un enfant? Il veut tout. Michael Jackson est en capacité d'avoir tout et il va justement s'en servir pour acheter. C'est comme dans Citizen Kane, quoi. C'est Charles Foster Kane. Il va acheter un château, il va faire son Xanadu, une bibliothèque avec des dizaines de milliers d'œuvres, des œuvres d'art, des tableaux. Il était en plus très très intelligent et très lettré, donc il achetait tout ça. Donc bien sûr, cette façon qu'il avait de se comporter dans la vie en tant que personne humaine est complètement aberrante. Et si ça n'était pas justement Michael Jackson, c'est-à-dire l'artiste qu'on connaît, ça serait aberrant. Sauf qu'effectivement, quand on connaît son histoire, quand on connaît son évolution psychique, on se dit que certes, il était complètement, il était flingué dans sa tête. Non, mais c'est vrai qu'il avait un côté. C'est pas pour rien que les tabloïds anglais l'ont appelé Wacko Jacko. Mais à côté de ça, de là en faire un espèce de prédateur, quelqu'un qui est justement, qui a une espèce de
complot, enfin d'idées dans sa tête pour séduire et comment dire, s'emparer d'enfants. Là, je pense que c'est une étape qui me paraît un petit peu, enfin c'est ce qu'essaye de démontrer votre film, mais moi j'avoue que ça m'a pas convaincu et je pense que je suis loin de penser que Michael est quelqu'un de normal, il est tout sauf normal, mais que ça soit un prédateur, j'achète pas cette version-là. Dan Reed, à la fin de votre document, on voit un gant de Michael Jackson brûlé sur une plage, Ah oui. des affaires à l'effigie de Michael Jackson, enfin, ou qui lui ont appartenu tout simplement. Elles appartenaient à qui? De quoi s'agit-il? Il s'agit de photos Oui. que Wade nous a données, qui faisaient partie de son archive, Oui. que lui a prises, je pense, en 2013-2014, enfin avant de faire ma connaissance. Et il brûlait des choses que lui avait donné Michael, des choses qui lui restaient de sa carrière de jeune, de petit danseur, enfin quand il était enfant, obsédé de Michael Jackson. Et puis, oui, il les a brûlés comme pour s'éloigner un petit peu de son idole, comme il a dit, oui, un peu un exorcisme. Oui, mais ce qui est terrible, c'est quand même cette fameuse mise en scène d'objets brûlés à la fin du documentaire qu'il aurait fallu éviter. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien, enfin, quand on est un peu fan, que tous les objets qui brûlent, c'est des objets insignifiants, c'est des disques, voilà, c'est n'importe quoi. Quand on sait qu'il a vendu la plupart de ces objets en 2011 aux enchères à Los Angeles pour plusieurs milliers de dollars, mais des centaines de milliers de dollars. Et à cette époque-là, il ne se rappelait pas être abusé, donc on voit bien qu'il profitait déjà de tout ce qu'il pouvait récupérer, il le récupérait. Donc c'est une mise en scène pour ma part ratée parce qu'on n'y croit pas une seconde, quoi. Ils veulent exorciser Michael. Vous pensez qu'il a brûlé ses Moi je pense qu'il a brûlé ce qu'il n'a pas pu vendre aux enchères. Non, on voit bien, il y a des disques, il y a des gants, des répliques de gants, voilà, tout ce qui avait vraiment de la valeur, une valeur financière, il les a vendus en 2011. Et on a des preuves, pareil. Webb Robson voulait même rester anonyme pour toucher l'argent. Oui. Donc voilà. Non, mais on sait bien que jusqu'à 2012. Il se disait fan de Michael Oui, mais fan, alors pourquoi est-ce qu'il a vendu les objets de son ami ou de son meilleur ami avant qu'il se rappelle qu'il avait été à toucher? C'est sa propriété, il a le droit de vendre s'il veut. Voilà. Pour moi, c'est pareil, j'achète pas. C'est une mise en scène de plus dans votre film. Et pour vous, c'est cela qui prouve qu'il ment? Non, moi, ce qui prouve qu'il ment, c'est toute une série de choses qu'ils ont fait. Voilà, ils ont menti plusieurs fois, ils ont changé de version plusieurs fois. Et à la fin, il y a toujours l'histoire de l'argent. C'est ça qui choque en fait tous les fans. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fans vont avoir une preuve formelle. Si vous nous trouvez une preuve formelle, on ne va pas défendre. Mais il s'agit de quoi? Des draps sales de Michael Jackson? Pardon, alors pour le coup, on sait tous qu'il n'y aura plus de preuve formelle. Le temps a passé. Ce qui m'étonne, c'est que ça a duré 20 ans, soi-disant, ces agressions sexuelles, 15 ans, 20 ans d'affilée, avec plein d'employés dans Neverland qui vont, qui viennent. Personne n'a pris une photo, pas une preuve, rien du tout. Mais on peut pas. Voilà. Et après, d'abord, il y a plein de témoignages de la part des employés de Jackson qui ont vu, vous savez bien. Excusez-moi, les témoignages, comme la femme de ménage qu'ils ont ressorti, qu'on avait déjà vu en 2005, elle s'est fait quand même virer en 1994. Elle volait des objets à Neverland pour les revendre. Donc, elle s'est fait virer et comme par hasard, quelques mois après, elle commençait à parler dans la presse. Mais ce qui reste dramatique, c'est qu'au-delà de cette situation-là, c'est que vous avez tous les jours des milliers d'enfants qui sont abusés sexuellement et des milliers d'enfants qui ne sont pas crus. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on pense à eux, à quel point c'est compliqué de révéler, à quel point la honte, le secret, le poids de la famille condamne au silence ces enfants-là et à quel point ils peuvent être pris dans l'emprise. Il est mort, donc il n'est pas là pour se défendre. Moi, je pense à ces enfants qui sont abusés tous les jours, qui ont beaucoup de mal à parler et qui sont pris dans un engrenage familial qui les empêche de parler. Et quand ils révèlent, ils sont sacrifiés par le social, sacrifiés par la famille. Vous avez moins d'1% de plaintes pour abus qui sont poursuivis actuellement. Donc c'est aussi une réalité. En France, oui, beaucoup d'enfants qui, en effet, révèlent tardivement des abus sexuels subis en intrafamilial ou avec des proches. Il n'y a plus de preuves. Et en France, c'est à la victime de montrer, de prouver, ou à l'auteur d'avouer. Donc s'il n'y a pas d'aveu, pas de preuve, c'est classé ou il y a un non-lieu. Et ces enfants-là vivent avec ces horreurs, vivent avec ces troubles traumatiques. C'est un deuxième traumatisme de ne pas être cru. C'est une double peine de ne pas être cru par la justice. C'est une triple peine
qui, dans la recherche, est encore plus traumatogène, d'être sacrifié par sa famille. Et c'est quand même ce qui se passe pour ces enfants-là. Donc moi, ce que je voudrais pas, c'est que ce documentaire invalide encore une fois la parole des enfants victimes. On a déjà pas mal souffert en France de ça. Ce débat est là pour ça, pour donner la parole aux uns et aux autres. Alors, moi, je voudrais qu'on recentre sur la question des enfants qui sont victimes d'abus. Justement, vous ne les croyez pas, mais d'autres les croiront. Ce que je vous propose, c'est que nous arrêtions là, mais ce qui est sûr dans ce débat, c'est que chacun se fera sa propre opinion et que ce que vous avez voulu, vous, Dan Reed, nous montrer, c'est la parole libérée de deux témoins. Oui, ça c'était le but dès le début. C'est ce que Wade et James voulaient faire avec ce film, et puis c'est aussi mon but. Et puis je pense que si on enlève le nom de Michael Jackson, il reste un document très valide, un point de référence pour une chronique de la séduction de deux familles par un prédateur. Vos points de vue ne seront pas forcément réconciliables ce soir, mais en tout cas, je vous remercie infiniment d'être venus débattre autour de cette table. Merci à tous les quatre et très bonne fin de soirée sur M6. Merci.